Regarde sous les feuilles de tes tomates, là, maintenant, à la face inférieure, et dis-moi ce que tu vois. Des pucerons, verts ou noirs, serrés les uns contre les autres, qui sucent la sève de ton plant. Et à côté sur la tige, quelque chose que tu n'as peut-être jamais remarqué. Des fourmis qui montent, qui descendent, qui s'activent sans arrêt. Tu as traité ces pucerons la semaine dernière, et la semaine d'avant, et ils sont revenus à chaque fois, parce que tu ne combattais pas le bon ennemi. Voilà ce que personne ne te dit en face. Les fourmis élèvent les pucerons comme du bétail. Elles les transportent sur tes jeunes pousses, elles chassent les coccinelles qui voudraient les manger, et en automne, elles récupèrent les œufs pour les mettre à l'abri dans leur nid jusqu'au printemps suivant. Tant que les fourmis sont là, les pucerons reviendront toujours. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment briser cette alliance une fois pour toutes, avec 3 cuillères de bicarbonate et une poignée de cendre que tu as déjà chez toi. Tu n'es pas le seul à avoir fait l'erreur. 9 jardiniers sur 10 la font, et ils continuent à la faire chaque semaine tout l'été, sans comprendre pourquoi leurs tomates ne s'en remettent pas. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas parce que tu jardines mal. C'est parce que la vraie cause du problème n'est pas celle qu'on t'a montrée. La jardinerie t'a vendu des insecticides, et logiquement, tu as traité les insectes que tu voyais. Le raisonnement était juste. Seulement, il manquait la moitié du tableau. Pense à tes plants de tomates en ce moment, avec ces colonnes de pucerons sous les feuilles. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui va changer la façon dont tu regardes ton jardin pour toujours. Tu vas savoir pourquoi les pucerons revenaient, même après le traitement. Tu vas comprendre ce que les fourmis font exactement sur tes plants, la nuit, le matin, en permanence. Et tu vas obtenir un protocole en 5 étapes. Quand exactement, quoi mettre, comment l'appliquer, et ce qu'il faut planter à côté pour que la protection dure toute la saison. Souviens-toi, est-ce qu'il y avait dans le jardin de ta grand-mère des tomates qui semblaient toujours saines, sans qu'elles pulvérisent quoi que ce soit? Avec une terre plus vieille, avec moins de produits du commerce, avec des méthodes que tu ne trouves dans aucun catalogue? Si oui, elle savait quelque chose que les étiquettes de flacons ne disent pas. Elle n'avait pas de manuel de jardinage biologique. Elle avait juste des yeux, et elle regardait ce qui fonctionnait d'une saison à l'autre. Il y a pourtant une chose que tu dois savoir avant qu'on aille plus loin. Parce que beaucoup de gens qui entendent parler de cette méthode font exactement l'erreur qui la rend inutile. Ils traitent les pucerons correctement, ils pulvérisent sous les feuilles, ils respectent les délais, et 15 jours plus tard, la colonie est là de nouveau, plus dense qu'avant. Ils ne comprennent pas pourquoi. La raison, c'est qu'ils ont oublié la moitié du travail. Reste jusqu'à la fin. C'est là que se trouve cette erreur, et c'est là qu'est la différence entre un traitement qui tient et un traitement qui disparaît dès la première chaleur. Commençons par compter ce que cette bataille contre les pucerons t'a coûté cette saison. Un insecticide de contact que tu trouves en jardinerie coûte entre 12 et 35 € le flacon. Il agit pendant 1 à 2 semaines sur les pucerons que tu vois au moment de la pulvérisation. Mais les fourmis, elles, n'ont pas bougé, et elles réinstallent une nouvelle colonie sur tes jeunes pousses en moins de 10 jours. Donc tu rachètes un flacon, tu pulvérises à nouveau, et la roue tourne. Un traitement fongicide pour la fumagine, ce champignon noir collant qui envahit les feuilles là où les pucerons ont laissé leur miella, te coûte encore entre 10 et 20 € par flacon. Et il ne s'attaque pas à la cause. Il traite la conséquence d'une infestation qui, elle, continue. En additionnant 4 à 6 applications d'insecticides sur toute la saison, plus 1 ou 2 traitements fongicides, tu arrives facilement à une somme comprise entre 80 et 250 € par saison, rien que pour les tomates d'un potager familial ordinaire. Et à la fin de l'été, les pucerons reviendront quand même la problème. Elle n'a pas bougé d'1 centimètre. Le chemin biologique, lui, coûte moins de 15 € pour toute la saison. Du bicarbonate de soude à moins de 2 € le kilo, du savon noir liquide à 3 ou 4 € pour la saison entière, de l'huile végétale que tu as déjà dans ta cuisine, de la cendre de bois que tu produirais de toute façon, de la cannelle en poudre à 2 ou 3 €, et 2 ou 3 plants de basilic et d'œillet d'Inde. Es-tu en train de calculer la différence? 80 à 250 € d'un côté, moins de 15 € de l'autre, et une efficacité sur la durée qui n'a rien de comparable.
Il y a aussi une perte que les chiffres ne montrent pas. Les insecticides à large spectre tuent les coccinelles, les petites guêpes parasites, les cirfes, tous les insectes qui se nourrissent naturellement de pucerons et qui auraient pu travailler pour toi gratuitement. Plus tu traites, plus tu détruis tes propres alliés et plus tu deviens dépendant du flacon la saison suivante. La jardinerie ne te dit pas ça, pas parce qu'elle ment, mais parce qu'elle vend des insecticides, et un jardinier autonome qui n'en achète plus n'est plus un client. C'est la mécanique commerciale. Personne ne gagne d'argent sur ta cendre de bois et ton bicarbonate. Ce n'est pas un complot, c'est juste la logique du commerce. Et là, une question s'impose. Si cette connaissance existe depuis longtemps, si des jardiniers la pratiquaient avant que les insecticides existent, pourquoi personne ne t'en a jamais parlé directement? La réponse est dans l'histoire d'un homme, et quand tu l'entendras, tu comprendras. Mais avant cette histoire, laisse-moi te montrer quelque chose que la plupart des gens font sans jamais s'en rendre compte. L'erreur que tu as peut-être faite hier, la semaine dernière, tous les étés depuis que tu cultives des tomates. Elle ressemble à une bonne action. Elle ressemble exactement à ce qu'on t'a conseillé de faire. Et c'est justement pour ça qu'elle est si difficile à repérer. Tu ne la verras pas dans les symptômes immédiatement, mais 2 semaines plus tard, quand les pucerons reviendront encore une fois, tu sauras que c'était ça. Reste jusqu'à la fin. C'est là que se trouve la cause de tout ce cycle. Dans les années 60, en Normandie, un homme prénommé Marcel Vautrin cultivait des légumes sur les 3 hectares d'une petite exploitation familiale à la sortie d'un village du Calvados. Il n'était pas agronome au sens académique du terme. Il avait repris la terre de son père, et avant ça, il avait travaillé quelques années comme chef de culture pour un maraîcher de la région. Marcel avait les mains dans la terre depuis l'enfance, et il regardait les choses avec l'œil de quelqu'un qui a le temps d'observer et qui ne croit pas tout ce qu'on lui dit. Il avait remarqué quelque chose que les conseillers agricoles de la coopérative locale n'avaient jamais mentionné. Sur les parcelles où il laissait une bande de terre non traitée, avec des herbes folles, des capucines et de l'ail sauvage, les attaques de pucerons sur les tomates voisines étaient systématiquement moins sévères que sur les rangs entièrement désherbés et traités. Pas un peu moins sévères, nettement. Une différence visible à l'œil nu dès le début de l'été. Il a commencé à documenter ses observations de façon méthodique, avec une rigueur que la plupart des chercheurs auraient pu lui envier. Sur 2 rangées de tomates identiques, de la même variété, plantées le même jour dans une terre homogène, il traitait l'une normalement aux insecticides et laissait l'autre avec une barrière de cendres et de plantes aromatiques. Ces notes indiquaient qu'au bout de 6 semaines, les rangées traitées aux insecticides présentaient des colonies de pucerons aussi denses que celles du début de saison, alors que les rangées avec la barrière naturelle montraient une réduction très nette des attaques. Il avait aussi noté quelque chose de précis. Les fourmis ne franchissaient pas la ligne de cendre. Elles s'approchaient, elles touchaient la limite du bout de leurs antennes et elles faisaient demi-tour. Elles cherchaient un autre passage pendant quelques jours, puis finalement, elles abandonnaient les plants protégés et allaient ailleurs. Sans les fourmis, les colonies de pucerons, privées de protection et de transport, dépérissaient en quelques semaines. Marcel a présenté ses observations à la Chambre d'agriculture du département lors d'une réunion de conseillers en 1968. Il avait apporté ses cahiers de notes, ses relevés comparatifs, ses observations semaine après semaine. Le compte-rendu de cette réunion, conservé dans les archives municipales du village, indique laconiquement que ces résultats ont été jugés insuffisamment représentatifs pour être généralisés à l'échelle régionale, et qu'il lui a été conseillé de s'en tenir aux recommandations de la coopérative en matière de traitement phytosanitaire. La coopérative, à cette époque, distribuait les insecticides de synthèse qui venaient d'arriver massivement sur le marché français, après les années d'expansion de la chimie agricole. Ce n'était pas un complot, c'était un conseiller qui défendait les produits qu'il avait mission de promouvoir, dans un contexte où la modernisation agricole passait par la chimie. Marcel Vautrin n'était qu'un paysan avec des cahiers. Mais il avait raison, et on lui a dit d'arrêter. Il a continué à appliquer sa méthode sur sa propre exploitation jusqu'à sa retraite, et il n'a plus jamais acheté d'insecticides pour ses tomates. Tu mérites de connaître ce nom.
Mets un pouce bleu pour Marcel Vautrin. Il le mérite. Ce qui est remarquable, c'est qu'à la même période, de l'autre côté de la Manche, un jardinier amateur anglais prénommé George Hartley, dans le Devon, documentait dans un carnet les mêmes observations, sans avoir jamais entendu parler de Marcel. Hartley avait tracé une ligne de cendres de cheminée autour de ses plants de tomates, par habitude familiale. Sa mère faisait ça, sa grand-mère aussi. Et il avait constaté, avec la même surprise méticuleuse, que les fourmis s'arrêtaient exactement à la ligne, comme si un mur invisible les retenait. Il avait aussi remarqué que ces tomates résistaient mieux aux attaques de pucerons que celles de ses voisins qui ne pratiquaient pas ce cercle de cendres. Ces notes sont restées dans un carnet de jardin familial, transmis à sa petite fille, qui les a publiées sur un forum de jardinage britannique dans les années 2010. Est-ce que tu vois ce que ça signifie ? 2 hommes, 2 pays, 2 langues, 2 approches complètement indépendantes. Le même résultat, les mêmes fourmis qui s'arrêtent, les mêmes tomates qui survivent. Maintenant, regardons ce qui se passe vraiment sur tes plants, là où tu ne vois rien. Pendant que tu traites les pucerons en surface, sous tes yeux, il se passe autre chose que tu n'as pas encore compris, et c'est ça, le vrai mécanisme de tout le problème. L'alliance invisible, celle qui recommence chaque printemps comme si de rien n'était. Les fourmis et les pucerons ont développé ensemble un système qui existe depuis environ 30 millions d'années. Les pucerons se nourrissent en perçant le tissu des feuilles avec un organe buccal fin comme une aiguille de chirurgie, et ils aspirent la sève sucrée et riche en nutriments qui circule à l'intérieur de la plante. Ils en absorbent beaucoup plus de sucre qu'ils n'en ont besoin, et l'excédent ressort sous forme d'un liquide collant et très sucré qu'on appelle le miella. Pour le puceron, c'est un déchet gênant. Pour la fourmi, c'est de l'or liquide, la source d'énergie la plus accessible qu'elle puisse trouver. Alors les fourmis ont développé un comportement précis, appris et transmis dans chaque colonie. Elles tapotent l'abdomen du puceron avec leurs antennes, et ce tapotement déclenche la libération d'une goutte de miella que la fourmi absorbe immédiatement. C'est exactement comme traire une vache microscopique, captive sur ta feuille de tomate, que la fourmi exploite nuit et jour, sans jamais la tuer, parce que son intérêt, c'est que la vache reste vivante et productive. En échange de ce service de traite, la fourmi offre au puceron une protection totale. Elle chasse activement les coccinelles qui s'approcheraient pour manger les pucerons. Tu as peut-être vu des fourmis harceler une coccinelle jusqu'à ce qu'elle s'envole, sans comprendre pourquoi elle s'en prenait à elle. Elle écarte les larves de cirphes qui se nourrissent de la même façon. Elle transporte activement les pucerons vers les jeunes pousses les plus tendres et les plus riches en sève, là où la sève est la plus facile à pomper et la plus nourrissante, les bourgeons, les apex, les nouvelles tiges qui viennent de se former. Et en automne, quand les températures baissent et que les pucerons commencent à pondre leurs œufs d'hiver sur les rameaux, les fourmis ramassent ces œufs, les descendent dans leur nid, les gardent au chaud tout l'hiver à l'abri du gel, et les réinstallent sur les plantes dès le retour des beaux jours. Réfléchis à ce que ça veut dire pour ton jardin. Même si tous les pucerons meurent sur tes tomates en septembre, leurs œufs hivernent à 1 mètre sous le sol, dans le nid des fourmis, protégés du froid, protégés des oiseaux, et ils reviendront au printemps suivant, ponctuellement, inévitablement, dès que la température remonte. Pendant que les pucerons se nourrissent ainsi, 3 choses mauvaises se produisent en même temps sur tes tomates. D'abord, la perte directe de nutriments. Les pucerons pompent la sève élaborée qui devrait nourrir les fruits et les nouvelles feuilles, ce qui ralentit la croissance, provoque le jaunissement et l'enroulement des feuilles, déforme les tiges et les fruits en développement. Ensuite, le miella collant qui tombe sur les feuilles inférieures crée un terrain parfait pour un champignon noir appelé la fumagine, qui recouvre les feuilles d'une couche sombre et bloque la capacité de la plante à capter la lumière. Les feuilles ne peuvent plus fabriquer l'énergie dont elles ont besoin pour faire grossir les fruits. Et troisième problème, le plus grave et le moins visible, les pucerons transportent des virus d'une plante à l'autre, en circulant de ton jardin à celui du voisin, de la tomate à la courgette, d'un rang à l'autre.
Un puceron ailé peut transmettre un virus en quelques secondes, avant même d'avoir commencé à se nourrir vraiment, juste en se posant sur une feuille, puis sur une autre. Ces virus provoquent des déformations des fruits, une chute dramatique de la production, et dans les cas sévères, des pertes qui peuvent dépasser la moitié de la récolte. Ces tomates malades, tes petits-enfants vont les manger en salade au mois d'août. Ce n'est pas une abstraction, c'est ce qui est dans leur assiette cet été. Qu'est-ce que ça signifie pour toi en ce moment? Ça signifie que tant que les fourmis sont là, les pucerons seront toujours là. Traiter les pucerons sans s'occuper des fourmis, c'est vider une baignoire avec le robinet grand ouvert et se demander pourquoi elle reste pleine. Voilà l'erreur. Voilà précisément l'erreur que font 9 jardiniers sur 10, et c'est celle que tu faisais peut-être sans le savoir depuis des années. Tu pulvérises sur les pucerons. C'est logique, tu vois le problème, tu traites le problème. C'est ce que tous les manuels conseillent, c'est ce que l'étiquette du flacon te dit de faire. Et les pucerons meurent effectivement dans les 48 heures qui suivent la pulvérisation. Sauf que les fourmis, elles, survivent parfaitement à ton traitement. Elles ne sont pas ciblées par les insecticides anti-pucerons. Elles continuent à parcourir tes tiges et tes feuilles comme si rien ne s'était passé, et dès que tes nouvelles pousses apparaissent, elles y réinstallent de nouveaux pucerons qu'elles avaient en réserve sur d'autres plantes du jardin. Pas depuis la terre voisine, pas depuis le jardin du voisin, depuis les colonies qu'elles maintiennent en permanence ailleurs dans ton propre espace vert. Le piège de cette erreur, c'est qu'elle ressemble à une réussite pendant quelques jours. Les pucerons ont disparu, les feuilles paraissent saines, tu penses avoir réglé le problème. Et puis le 10e ou le 12e jour, tu regardes le plan et tu vois les mêmes petites formes vertes ou noires, au même endroit, dans la même position, sous les mêmes feuilles. Et tu penses que le traitement n'était pas assez fort, ou que la variété est particulièrement vulnérable, ou que c'est l'année à pucerons, ou que ton voisin a contaminé depuis l'autre côté du grillage. Mais ce n'est aucune de ces raisons. C'est simplement que les fourmis ont repris leur travail d'éleveuse exactement là où elles l'avaient laissé, avec la même efficacité, la même organisation, sans avoir jamais été dérangées. Écris en commentaire. Tu l'as fait, toi? Tu as traité les pucerons sans jamais t'occuper des fourmis en même temps? Dis-moi dans quelle région tu jardines. On va voir si c'est aussi répandu que je le pense. Voici le protocole. 5 étapes, dans l'ordre, et toutes ensemble. Ne sautez aucune, parce que chaque étape ferme une porte différente que la précédente n'a pas fermée. Première étape, prépare ton spray anti-puceron le soir, pas le matin. Mélange 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 2 cuillères à soupe d'huile végétale dans 1 litre d'eau tiède. Ajoute une cuillère à café de savon noir liquide, secoue bien, et pulvérise immédiatement sous les feuilles de tes tomates. Sous, pas dessus. C'est la face inférieure de la feuille que les pucerons colonisent. C'est là qu'ils vivent serrés les uns contre les autres. C'est là qu'il faut les atteindre. Le savon forme un film qui obstrue les petites ouvertures respiratoires situées sur l'abdomen des pucerons et les asphyxie mécaniquement, sans chimie. Le bicarbonate abîme leur enveloppe externe et perturbe leur métabolisme. L'huile sert de colle et de vecteur pour que le mélange reste en contact avec les pucerons assez longtemps pour agir. En moins de 48 heures, la colonie visible est morte. Si tu pulvérises le matin ou en plein soleil, le mélange huile-savon agit comme une loupe et concentre la chaleur sur les feuilles, qui brûlent, donc uniquement le soir. Deuxième étape. Pendant que le spray sèche, prépare ta barrière anti-fourmis. Mélange à parts égales de la cendre de bois sèche et de la cannelle en poudre. Trace un cercle continu de 5 cm de largeur tout autour de la base de chaque plant de tomate et saupoudre le même mélange sur les pistes visibles des fourmis, les lignes régulières qu'elles suivent pour monter au plant et en descendre. La cendre a une texture fine et très alcaline qui s'insère entre les pattes des fourmis, irrite leurs organes sensoriels et les gêne physiquement dans leur déplacement. La cannelle agit différemment. Son composé actif principal perturbe les pistes chimiques que les fourmis utilisent pour se repérer et communiquer entre elles. Elles perdent leurs repères et ne retrouvent plus leur chemin vers le plant. Ensemble, ces deux ingrédients créent une barrière que les fourmis ne franchissent pas.
Cette barrière doit être renouvelée après chaque pluie, parce que l'eau la dissout et la dilue. Troisième étape. Attends 3 à 4 jours, puis répète le traitement au spray sous les feuilles. Le premier passage tue les pucerons présents au moment de la pulvérisation. Le deuxième passage élimine les éventuels rescapés et les larves qui auraient éclos entre-temps depuis des œufs déjà déposés sur les feuilles avant le premier traitement. Cette deuxième application est indispensable. Ne la saute pas, parce que les feuilles ont l'air propres le lendemain du premier passage. Quatrième étape. Plante du basilic entre tes pieds de tomates. Un plant tous les 60 à 80 cm environ. Les huiles essentielles que le basilic libère en permanence dans l'air ambiant créent un brouillard olfactif que les pucerons ailés évitent activement quand ils cherchent où se poser et où fonder une nouvelle colonie. Le basilic attire aussi les abeilles et les petits pollinisateurs qui profitent à tout ton potager. Et il te sert en cuisine. C'est le compagnon le plus pratique et le plus polyvalent que tu puisses choisir pour tes tomates. Cinquième étape. Plante des œillets d'Inde, qu'on appelle aussi tagettes, en bordure de ta parcelle de tomates. Leurs feuilles produisent des composés volatiles qui repoussent les pucerons et les mouches blanches sur plusieurs mètres à la ronde. Leurs fleurs orange et jaune attirent les cirfes, ces petites mouches qui ressemblent à des guêpes et dont les larves se nourrissent de pucerons à un rythme remarquable. Avec les fourmis neutralisées par ta barrière de cendre et de cannelle, les coccinelles et les cirfes peuvent enfin travailler librement sur tes plants, sans être chassés à chaque instant, et ils travaillent pour toi, gratuitement, toute la saison, sans que tu aies rien à faire de plus. Une larve de coccinelle mange jusqu'à 100 pucerons par jour. Un seul adulte en élimine jusqu'à 200. Mais tant que les fourmis patrouillent sur tes plants et harcèlent chaque coccinelle qui s'approche, ces alliés précieux n'auront jamais l'occasion de commencer leur travail. La barrière de cendre et de cannelle ne sert pas seulement à repousser les fourmis. Elle libère enfin tes alliés naturels pour qu'ils puissent faire ce pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont toujours su faire, bien avant que les flacons d'insecticides existent. La barrière que tu viens de tracer, cette ligne de cendre et de cannelle autour de la base de chaque plant, elle fait quelque chose que personne ne voit, mais que chaque coccinelle de ton jardin ressent immédiatement. Elle donne à tes alliés naturels l'autorisation de travailler enfin. Et voici un fait que la plupart des jardiniers ignorent complètement, même ceux qui jardinent depuis 20 ans. Certaines fourmis vont jusqu'à abîmer délibérément les ailes des pucerons ailés pour les empêcher de s'envoler. Elles maintiennent leurs troupeaux captifs, littéralement, en les rendant incapables de quitter la colonie. Quand tu bloques les fourmis avec ta barrière, tu libères aussi ces pucerons qui n'avaient nulle part où aller. Et tu libères en même temps les coccinelles qui n'osaient plus s'approcher parce que les fourmis les harcelaient à chaque tentative. Ce que tu as compris aujourd'hui, ce n'est pas une liste de recettes à appliquer mécaniquement. C'est une image complète d'un système. Deux espèces qui coopèrent depuis 30 millions d'années, l'une comme éleveuse, l'autre comme bétail, et toi qui te retrouvais depuis des saisons à traiter les conséquences visibles sans jamais toucher à la cause invisible. La trophobiose, ce mot savant pour nommer la traite des pucerons par les fourmis, n'est pas une curiosité biologique réservée aux entomologistes. C'est le mécanisme central de ton problème de jardin, la pièce manquante qui explique pourquoi les traitements revenaient éternellement à zéro. Maintenant que tu le vois, tu ne peux plus ne pas le voir. Chaque fourmi sur ta tige de tomate, tu sais maintenant ce qu'elle fait là. Il y a un autre fait que j'ai gardé pour ce moment, parce qu'il résume tout mieux que n'importe quel argument technique. La cendre de bois seule, ce déchet que tu produis de toute façon si tu fais du feu l'hiver, remplace exactement 3 produits que tu aurais pu acheter séparément en jardinerie. Un répulsif à fourmis qui coûte aux alentours de 10 € le flacon, un engrais potassique qui coûte entre 5 et 15 € selon le format et la marque, et un antifongique de surface pour lutter contre la fumagine. 3 produits, 3 emballages, 3 achats, remplacés par ce que tu aurais autrement jeté à la poubelle. Ce n'est pas une coïncidence heureuse. C'est ce qui arrive systématiquement quand on commence à travailler avec la logique de la nature plutôt que contre elle. Est-ce que tu vois ce que ça signifie concrètement pour les saisons à venir ?
Plus de cycles répétitifs d'insecticides qui détruit les alliés naturels pendant qu'ils tuent les pucerons, créant une dépendance croissante au traitement. Plus de champignons noirs sur les feuilles du bas, parce que les pucerons ne seront plus là pour laisser leur miella collant s'accumuler. Et surtout, plus de résidus chimiques sur les tomates que ta famille mange en plein mois d'août, que tes petits-enfants croquent directement sur le plan en passant dans le jardin le matin, avant même que tu aies pensé à les cueillir. Ces tomates-là, elles méritent de pousser proprement. Pas parce que c'est une question de principe ou d'idéologie, parce que c'est ce qu'ils mangent. La barrière de cendre tient toute la saison, à condition d'être renouvelée après chaque pluie. C'est 5 minutes de travail. Le basilic et les œillets d'Inde restent en place jusqu'aux premières gelées et embellissent tes rangs de tomates. Les coccinelles et les cirfes que tu as libérés vont passer l'hiver dans les recoins abrités de ton jardin et reviendront l'année prochaine, parce que tu leur as enfin offert un endroit où travailler sans être harcelé à chaque instant par les fourmis. Le système, une fois mis en place, se renforce de lui-même. Pense à ce que ton voisin va voir au mois d'août. Ces tomates avec les mêmes fourmis sur les tiges, les mêmes colonies de pucerons sous les mêmes feuilles, les mêmes flacons d'insecticides alignés dans sa remise. Et tes plants à toi, avec les mêmes variétés, la même terre du même village, mais une barrière blanche au pied de chaque tige et des œillets d'Inde en bordure. Une différence. La différence que Marcel Vautrin dans le Calvados avait documentée dans ses cahiers en 1968 et que le conseiller agricole avait jugée non généralisable. Elle est pourtant là, visible, chaque été, dans n'importe quel jardin où quelqu'un a compris le lien entre la fourmi et le puceron. Tu dois maintenant choisir. Voici le chemin A. Tu continues à acheter des flacons d'insecticides entre 12 et 35 € pièce. Tu traites toutes les 2 semaines, tout l'été. Tu vois les pucerons revenir à chaque fois parce que les fourmis sont encore là. Tu ajoutes un fongicide pour la fumagine. Tu t'interroges chaque fin d'août sur pourquoi tes tomates n'ont pas donné ce qu'elles auraient pu donner. Et la saison prochaine, tu recommences depuis le début avec les mêmes résultats. Voici le chemin B. Tu sors cette semaine, tu poses ta barrière de cendre mélangée à de la cannelle autour de chaque plant. Tu prépares ton spray le soir avec ce que tu as dans ta cuisine. Tu plantes 2 plants de basilic et une bordure d'œillets d'Inde. Et tu laisses les coccinelles faire le reste du travail pendant que tu t'occupes du reste du jardin, sans plus penser aux fourmis. Écris en commentaire A ou B. Et explique pourquoi, pas pour moi, pour toi. Quand tu formules ça à voix haute, tu t'entends penser, et parfois c'est ça qui ancre vraiment quelque chose. Et dis-moi aussi, combien de pieds de tomates tu cultives cette saison, et dans quelle région tu es. Je veux voir si le problème des fourmis éleveuses est aussi généralisé que je le crois, et si certaines régions sont plus touchées que d'autres. Imagine maintenant ce qui se passe sous tes plants ce soir, après que tu auras posé ta barrière. À la surface du sol, tout près de cette ligne de cendre et de cannelle, une fourmi s'approche, touche la limite du bout de son antenne, recule. Elle cherche un passage à droite, puis à gauche. Elle tourne, elle revient, elle repart. Et après quelques tentatives, elle abandonne et repart vers les plantes non protégées. Sur le plan au-dessus de cette ligne, une coccinelle pose ses pattes orangées sur une feuille pour la première fois depuis des semaines, sans être immédiatement harcelée. Elle s'arrête, elle regarde, et elle commence à manger. Elle n'attendait pas ta permission. Elle attendait juste que tu enlèves l'obstacle entre elle et son travail. Quand tu fais ça, cette barrière de quelques centimètres, ce spray préparé avec du bicarbonate et du savon le soir, tu fais plus que chasser des pucerons pour quelques jours. Tu remets en place un équilibre qui existait avant que les flacons d'insecticides arrivent dans les rayons des jardineries. Tu rends à ton jardin sa propre logique, celle qu'il connaissait déjà, avant que quelqu'un décide de lui en substituer une autre. Celle que ta grand-mère utilisait sans savoir lui donner un nom latin, sans avoir lu d'articles scientifiques sur la trophobiose, simplement parce qu'elle observait et qu'elle gardait ce qui fonctionnait. Le jardin ne demande pas grand-chose. Il demande que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur, sous les feuilles, à la base des tiges, dans ce monde minuscule et constant qui décide chaque matin de la santé de chaque plant.
La force n'est pas dans le flacon. Elle n'a jamais été dans le flacon. Elle est dans ce que tu viens de comprendre aujourd'hui, et dans ce que tu vas faire avec ça dès ce soir. Creuse plus loin. C'est là que tout commence.